Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous Le Grand Témoin. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation qui pourra surprendre peut-être nos auditeurs, parce que nous, on s'adresse à des DSI et donc ils n'ont peut-être pas l'habitude d'être confrontés avec l'IRIS. Alors peut-être en deux mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'IRIS? Je crois que vous avez fêté ou vous allez fêter vos 30 ans et je crois que vous l'avez qualifié de sympathique anomalie. Mais on l'a bien compris, vous vous intéressez aux relations internationales. Donc en deux mots, qu'est-ce que vous faites? Alors l'IRIS, ça veut dire Institut de Relations Internationales et Stratégiques. C'est donc un think tank qui travaille sur les questions géopolitiques. Et on a principalement 4 activités. La première, évidemment, la recherche pour le compte de ministères, d'organisations internationales, mais également d'entreprises privées. La seconde activité, c'est l'organisation de conférences qui peuvent être soit des séminaires fermés pour décideurs, soit des publics ouverts à tout le monde, pas en ce moment malheureusement, mais en temps normal, on ouvre à tout le monde, on fait des événements grand public sur les questions géopolitiques, parce qu'on est convaincu que la géopolitique intéresse le grand public. Troisième élément, ce sont des publications, soit papier, soit internet ou digital. J'ai moi-même créé ma chaîne YouTube Comprendre le monde qui marche assez bien. Et puis dernière activité, c'est ce qui nous distingue un peu, on est également une petite université privée sur les questions géopolitiques avec environ 600 étudiants, moitié à distance, moitié en présence en temps normal, une fois encore, sur les questions géopolitiques au niveau du master, au niveau master 1 et master 2. Très bien. Alors, je pense que nos auditeurs vont être un peu surpris finalement qu'on vous ait invité, mais pourquoi on l'a fait? C'est parce que vous venez de sortir hier un livre sur la géopolitique de l'intelligence artificielle. Alors effectivement, l'intelligence artificielle, c'est peut-être pas un thème sur lequel on vous attendait, mais en tout cas la géopolitique de l'intelligence artificielle, beaucoup plus. Pour commencer, puisqu'on va se situer à un niveau assez élevé, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va être un élément qui va contribuer à renforcer la hiérarchie, les inégalités et donc les hiérarchies entre les nations, ou est-ce qu'au contraire ça va rebattre les cartes? Et dans votre livre, en tout début, vous avez une citation de Vladimir Poutine, entre autres, dans laquelle il dit le pays qui dominera, qui maîtrisera, qui sera leader dans l'intelligence artificielle, dominera le monde. Donc, comment vous voyez les choses avec l'intelligence artificielle, qui est quand même une nouvelle vague un peu particulière de la numérisation du monde? Oui, effectivement, vous avez raison de dire qu'on ne m'attendait pas sur ce domaine-là. Et moi-même, d'ailleurs, je ne m'attendais pas à aller sur ce domaine. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal parce que c'est pas du tout ma compétence. Je ne suis pas réellement un spécialiste de technologie. Loin de là, je suis même pas du tout un spécialiste de technologie. Mais depuis déjà quelques années, je me suis aperçu de l'importance que ce phénomène de révolution numérique pouvait avoir, alors non seulement sur nos sociétés au niveau interne, mais également sur, comme vous l'avez dit, sur la redistribution des cartes au niveau géopolitique. Et je pense que cette révolution numérique va, comme autrefois la révolution industrielle au XIXe siècle, plus récemment la révolution nucléaire, et avoir un impact aussi bien sociétal que géopolitique. Et donc j'ai voulu fouiller un petit peu ce nouveau continent, qui était un continent tout à fait inconnu pour moi. Et une fois encore, je ne prétendrai toujours pas être un spécialiste de l'intelligence artificielle, pas en aucun cas, mais j'ai voulu exercer un œil extérieur, un œil de géopoliticien sur ce domaine, pour essayer d'étudier d'un point de vue généraliste sur les questions géopolitiques, comment cela allait avoir un impact sur l'échelle des puissances au niveau international, également sur l'échelle des puissances au niveau national. Et je pense qu'on est effectivement face à une révolution qui sera plus importante encore que l'effet de la révolution industrielle au XIXe siècle, et en plus sur un temps plus court, puisque les géants digitaux qui occupent la première place aujourd'hui, et la crise du Covid-19 n'a fait que renforcer cette domination, n'existaient pas pour la plupart au début de ce siècle. Là, il y a une surprise au début de votre livre dont vous faites l'écho, qui est de dire finalement c'est un sujet majeur, et vous l'avez déjà évoqué, et finalement les gens en général, et on peut dire peut-être les politiques, puisque c'est un peu eux qui véhiculent le message général, ils n'ont pas pris conscience de l'importance de ce sujet, et en particulier lors des dernières élections 2017, c'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été beaucoup abordé.
peut-être un peu plus, j'ai en mémoire le débat pour la mairie de Paris. Il y a un des deux débats où le mot intelligence artificielle avait été prononcé, mais en tout cas, les politiques n'ont pas pris ce sujet à bras-le-corps. En revanche, nous, on s'adresse aux entreprises, et donc on rencontre on rencontre surtout les fournisseurs, et bien entendu, eux, ils sont tout à fait, ils ne se passe pas un entretien dans lequel ils ne parlent pas d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que les entreprises sont un peu encore en décalage par rapport à l'importance de ce sujet? Alors les entreprises, non, effectivement, parce que, vous l'avez indiqué, les responsables d'entreprise savent que ça a un impact et que s'ils veulent continuer à se développer, s'ils veulent simplement survivre, pour beaucoup d'entre elles, ils ne peuvent pas ignorer cette révolution. Mais effectivement, au niveau politique et même au niveau des débats, quand on voit un peu les médias généralistes, je suis frappé par l'écart qu'il y a entre l'importance du sujet et le peu de place qui lui est accordé par rapport à des sujets qui sont surtraités, mais qui, très franchement, auront moins d'impact sur nos vies que celui-ci. Alors pourquoi? La raison est simple, c'est que, et je m'en suis rendu compte, c'est pas un sujet facile. Il faut travailler, il faut un peu se plonger dedans. On peut pas se contenter de généralités bien souvent abusives. Il est difficile de faire des effets de manche et de dire il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre, comme c'est trop souvent le cas dans les débats télévisés. Et donc il faut réellement travailler. Et c'est du coup un peu plus compliqué, on est là sur le long terme, même si les choses vont vite. Alors on verra bien en 2022 si on a le même phénomène très frappant qu'en 2017, mais effectivement par rapport quand même à quelque chose qui a un impact sur la place que la France aura dans le monde et qui a un impact sur l'état du travail, l'état des relations sociales dans notre pays, eh bien il faut quand même espérer que cette fois-ci le sujet sera pris à bras le corps et qu'il ne sera pas ignoré à la fois par ignorance au sens premier du terme, ignoré par ignorance, et que vraiment ce sujet sera traité parce qu'il y a urgence à ce qu'il soit mis sur la table, qu'il soit mis sur la place publique. Une fois encore, il aura un impact sur nos vies et pas seulement celle de nos enfants, sur nos vies dans les années qui viennent, là très rapidement, très vite. Et donc il faut s'emparer de ce sujet au niveau démocratique. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait faire que, finalement, les politiques s'emparent de ce sujet qui, comme vous l'avez rappelé, est un sujet un peu complexe? Est-ce qu'il va y avoir un événement particulier? Je pense à, mettons, un événement de type Spoutnik, où tout d'un coup, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que ça peut être une tendance beaucoup plus lente et évolutive de prise de conscience? Qu'est-ce qui fait que, finalement, les gens vont réagir? Alors effectivement, il peut y avoir un événement Spoutnik, mais on peut dire que dans ce domaine, il y a déjà eu plusieurs événements Spoutnik qui n'ont pas suscité de réaction. Donc c'est plutôt, on peut plutôt tabler sur le fait que quelque chose qui laisse les gens indifférents pendant quelque temps, tout d'un coup, on se dit non, c'est plus possible. Et donc il y a une sorte d'effet un peu dialectique entre l'intérêt du public et l'intérêt que leur porteront les politiques. Si les politiques réalisent que le public a conscience de l'importance du sujet, ne pourront pas rester à l'écart, comme ils le font encore aujourd'hui. Si on allait à l'Assemblée nationale, il y a combien? Alors bien sûr, on pourra citer l'exemple de Cédric Villani, mais justement, il est hors norme. Il est tout Oui. à fait différent de la plupart de ses collègues. Sinon, le nombre de parlementaires, tous bancs confondus, quels que soient les partis politiques, qui se sont intéressés au sujet, on peut, m'a dit l'un d'entre eux, les compter sur les doigts de deux mains et peut-être même d'une seule main. Donc peut-être que tout d'un coup, il deviendra pour les responsables politiques infamant de ne pas s'intéresser à quelque chose qui, une fois encore, est vital. C'est une question de souveraineté. Si on ne se prend pas ce sujet à bras-le-corps, eh bien, le président de la République a dit devant son discours devant les ambassadeurs en août 2019 qu'il était majeur que l'on ne soit pas, qu'on n'ait pas pour seul choix binaire d'être le partenaire junior, soit des États-Unis, soit de la Chine. Mais il ne suffit pas de faire ce constat, il faut s'en donner les moyens. Alors il y a un réveil, heureusement, il y a un réveil au niveau national, il y a un réveil aussi au niveau de la Commission européenne, on peut s'en féliciter, il faudrait, je pense, passer la surmultiplier et vraiment mettre une fois encore ce sujet central, essentiel, au cœur des préoccupations. Et disons que, très franchement, moi je pense qu'un candidat en 2022 qui ne mettrait pas ça, peut-être pas comme sa première priorité, mais quand même parmi ses premières priorités, à mon avis, ne peut pas considérer être crédible pour occuper la fonction suprême de président de la République en France.
Très bien. On va revenir sur cette question de l'Europe. Peut-être avant, la question aussi qui se pose, et pour tout progrès technique, c'est, je dirais, remplacement ou complément des emplois. Et donc là, l'intelligence artificielle pose vraiment un véritable problème pour tout ce qui est emploi de service. Quand on regarde les progrès absolument considérables qui ont été faits depuis ne serait-ce que 10 ans en termes de traduction automatique, dans des aspects de création de musique, écriture de romans. Évidemment, il y a aussi des aspects qui ont marqué lorsque un jeu, un algorithme a battu le champion du monde de Go. Ça a frappé les esprits parce qu'on pensait que c'était très très compliqué. Est-ce que vous pensez que il y a beaucoup de chiffres qui ont été publiés. McKinsey sortait de 30 à 40% des emplois qui pourraient être supprimés. Il faut faire la différence entre tâches et emploi. Mais à l'inverse, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, dans le mode complément, l'intelligence artificielle va apporter beaucoup et enrichir considérablement la capacité des gens à assumer leurs emplois. Et j'ai en tête une réflexion du champion d'Europe de Go qui avait participé au développement de l'algorithme pour battre le champion du monde. Et il m'avait dit, finalement, de travailler à cet algorithme, ça m'a fait progresser. Donc finalement, il y a un peu les deux côtés de comment vous voyez les choses évoluer dans ce domaine. Il y a effectivement, je pense que vous avez bien planté le décor, il y a les deux côtés. Il y a les deux côtés, c'est-à-dire qu'à la fois, vous et moi, dans notre vie quotidienne, notre vie est facilitée par l'intelligence artificielle. On n'a plus à chercher et là, les souvenirs anciens d'un papa qui amène ses enfants sur un terrain de football en banlieue, on n'a plus à déplier une carte de banlieue illisible et passer 3/4 d'heure à chercher son chemin, à demander en vain à des gens qui passent par là un renseignement qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Et donc là, eh ben, finalement, votre GPS vous y emmène sans aucune difficulté. On peut parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde sans que ça vous coûte une fortune et sans que ça soit tout simplement impossible. Donc, on pourrait multiplier les exemples qui montrent que ça nous facilite la vie. Mais en même temps, il y a effectivement cette menace d'un chômage de masse, parce que on peut peut-être demain se passer de traducteurs, formidable, mais que vont faire tous ceux qui ont appris ce métier? Peut-être que demain, effectivement, il sera plus facile de dépister des maladies grâce à des robots, mais que vont faire tous ceux qui ont fait des études de médecine? On aura peut-être des voitures qui se conduisent automatiquement, que vont faire tous les chauffeurs ou chauffeurs de taxi, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir. Il faut garder le meilleur qui nous facilite la vie, mais prévoir de dire que peut-être qu'il faut parler du revenu universel, peut-être qu'il faut parler du temps de travail, en tous les cas parler du partage. Parce que si on met moins de temps à produire plus de choses, il y a deux solutions, selon les décisions que l'on va prendre collectivement. Soit il y a des gens qui vont aller nettement mieux, qui ont une vie encore plus facilitée et qui auront amassé des petites fortunes. Et puis il y a plein de gens qui vont se retrouver sans rien, démunis, et qui seront inutiles au sens dramatique du terme, et qui seront considérés comme inutiles. Ils ne le seront pas, mais ils seront considérés comme tels, puisqu'ils n'apporteront plus à la société, vu que les robots, l'intelligence artificielle le fera à leur place. Lorsque Bismarck a inventé la sécurité sociale et la retraite, c'était pour avoir une société, disons, saine, parce que l'Allemagne, comme tous les pays, a besoin de soldats, d'ouvriers en état de produire. Si tout d'un coup on n'a plus besoin de soldats, d'ouvriers ou d'employés, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Et donc c'est un enjeu majeur de société. Et cet enjeu, eh bien, on a l'impression qu'on se laisse emporter comme un bouchon qui flotte dans la rivière, qu'on se laisse emporter par la réalité mouvante sans la prendre en main. Il faut reprendre le contrôle des évolutions technologiques qui sont une fois encore un atout, qui sont formidables. C'est formidable de pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé. Mais c'est peut-être moins formidable que ce bénéfice soit éventuellement réservé à quelques-uns et qu'il y ait plein d'autres gens qui errent dans les rues à la recherche de leur subsistance. Alors, y a un sujet un peu complémentaire qui est, vous vous souvenez du paradoxe de Solow dans les années 90 qui disait on voit les ordinateurs partout sauf dans les statistiques. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un peu l'impression aujourd'hui, et ça c'est aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans ce sera différent, mais aujourd'hui parfois on a l'impression alors nous on parle d'intelligence artificielle très très fréquemment, mais qu'on ne la voit pas encore dans les statistiques, et j'en prendrai pour preuve la difficulté qu'on a aujourd'hui à entrer en contact avec un responsable de service public, par exemple. Donc, comment vous arrivez finalement à résoudre un peu cette contradiction?
Alors moi, je n'arriverai pas à la résoudre parce que c'est pas mon domaine, c'est pas. Mais je pense qu'il faut effectivement que cela soit rendu public et que l'on puisse mesurer, parce que pour l'instant, on est sur la base un peu de scénarios, d'évaluations. On n'a pas les choses tout à fait concrètes et il est important, si l'on veut faire un peu de prospective, il est important déjà de partir des réalités et d'avoir une idée plus précise de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Et peut-être qu'effectivement, cette perception des réalités n'est pas encore suffisante, faute de gens suffisamment compétents pour le faire, aussi peut-être de volonté politique. Peut-être que ceux qui dirigent les GAFA n'ont pas vraiment intérêt à ce qu'on ait une vision plus précise de leur impact structurel, parce que les choses vont très bien pour eux, et que peut-être qu'ils se disent qu'ils ont intérêt à eux maîtriser leur propre communication et que la communication ne soit pas basée sur une perception plus large des réalités. Alors, parlons un peu de l'Europe, qui, sur ce sujet-là, est quand même un peu en retard. Et d'un côté, on a l'Europe, et de l'autre, on va dire, on a les États-Unis et la Chine. Mais si on regarde les États-Unis, finalement, on parle plutôt des GAFAM que des États-Unis. Les GAFAM, évidemment, sont soutenus par les États-Unis. Est-ce que vous pensez que, finalement, c'est vrai qu'on a raté une marche, mais on n'a peut-être pas raté la guerre. Comment faire pour faire en sorte qu'on puisse rattraper le retard, sachant que si on prend les GAFAM, par exemple, le chiffre d'affaires cumulé des GAFAM en 2020, c'est 1000 milliards de dollars, et c'est un bénéfice net de plus de 200 milliards de dollars. Donc évidemment, l'Europe n'a pas des fonds illimités, et malgré tout, il faut du financement pour pouvoir faire avancer les choses. Donc est-ce qu'il faut avoir une approche un peu sélective, c'est-à-dire se tourner sur des domaines un peu particuliers, ou parce que si on prend le cas de l'intelligence artificielle appliquée au grand public pour les GAFAM sur les données personnelles, le traitement des données personnelles, il est vraisemblable qu'on aura beaucoup de mal à rattraper. Mais dans d'autres domaines, dans le domaine de la santé, on a les données. Je crois que la PHP a la base de données la plus importante. Donc, est-ce qu'il faut qu'on ait une approche un peu sélective pour pouvoir finalement s'affirmer comme une puissance dans ce domaine de l'intelligence artificielle? Oui, les chiffres que vous avez lancés donnent quand même le tournis. Le bénéfice des GAFAM est l'équivalent de 10% du PIB français. C'est juste le bénéfice et le PIB, donc c'est ça. C'est quand même saisissant comme données. Alors effectivement, je crois que la stratégie de Thierry Breton, c'est de dire que, bon, sur les données personnelles, on ne va pas rattraper Facebook. La partie est pliée. Par contre, sur les données de santé, comme vous l'avez indiqué, sur les données industrielles, qui vont grossir, sur lesquelles la course ne vient que de commencer. Donc là, il est encore temps de prendre le départ et on a quand même un marché intérieur de 450 millions de personnes qui ont un revenu relativement élevé pour la plupart. Donc sur les données industrielles dont le chiffre va être quadruplé dans les 3 ou 4 ans qui viennent, avant l'issue de cette nouvelle commission, eh bien là, il y a encore des choses à faire, c'est une question de volonté. J'ai quand même le sentiment que la volonté existe, et puis il y a aussi la volonté de résister aux GAFAM. Là, on a appris aujourd'hui qu'il y a peut-être un projet commun, que l'administration américaine et les Européens se rejoignent sur la nécessité de taxer les GAFAM, alors que Donald Trump s'y opposait totalement. À la fois, il n'aimait pas les patrons des GAFAM, mais il les protégeait comme entreprise américaine et il refusait, avec la dernière énergie, que les Européens puissent s'en mêler. On voit que la Commission européenne a donné des amendes à Google, travaille donc sur ce projet de taxation. On voit qu'aux États-Unis aussi, il y a une inquiétude sur la place trop grande. Les États-Unis, c'est l'État qui a aidé les GAFAM au départ. Il a aidé par le Pentagone. C'est pas des géniaux, des bricoleurs de génie. Ils étaient de génies, mais c'est pas uniquement en bricolant avec deux génies que l'on fait. Disons que la cabane de Steve Jobs était quand même posée sur le plancher d'un porte-avions. C'est quand même la DARPA, le Pentagone qui a largement aidé. Après, il y a une deuxième aide qui est on ferme les yeux sur l'évasion fiscale. Et donc là, il y a une sorte de réveil. Et je dirais que même en Chine, ce qui est arrivé à Jack Ma est vraiment très désagréable pour lui. Mais j'y vois la preuve que, en Chine, vous vous rappelez certainement du principe de Mao Tse-tung, le parti commande au fusil. Aujourd'hui, Xi Jinping dit le parti commande au BATX. Et donc, Jack Ma, à la chinoise, il a été rappelé à l'ordre. Non, les BATX ne sont pas plus importants que l'État. Et donc, on a l'impression que les États reprennent du poil de la bête dans la concurrence que leur ont livré les GAFAM et les autres géants digitaux, puisqu'il y a désormais l'équivalent en Chine.
Et alors justement, dans ce rapport entre les entreprises privées du numérique, hein, les grands dont on vient de parler, et les États, c'est vrai que jusqu'à présent, en gros, ils avaient la bride sur le cou, ils pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Et vous avez cité effectivement Donald Trump, mais même si on remonte à Barack Obama, il n'a jamais été question pour lui de freiner l'évolution et l'avancée des GAFAM, qui pour lui était un instrument de puissance des États-Unis. Maintenant, ils comprennent que finalement cet instrument de puissance atteint aussi l'État même des États-Unis. Et donc, les GAFAM entendent aller dans tous les domaines, entendent proposer des services qui vont être concurrents des services publics. Donc, en gros, il faut mettre le haut là. Est-ce que vous pensez qu'on a les capacités à le faire? Si on prend par exemple le cas actuellement de la vaccination contre la Covid en France, le site santé.fr, il relaye sur le site Doctolib. Donc ça veut dire que l'État français n'a pas été capable de développer un service pour proposer ça. Donc il y a une rigidité qui montrerait que l'État a des difficultés à aller à la vitesse que imposeraient ces technologies numériques. Oui, mais l'idée n'est pas que les États créent leur propre entreprise publique digitale. Ils peuvent très bien juste s'assurer déjà qu'il y ait des entreprises nationales, qu'on ait des entreprises européennes pour protéger la souveraineté de l'Europe et qu'une fois encore, notre choix ne soit pas un choix binaire. Est-ce que on devient dépendant de la Chine ou est-ce que on reste dépendant des États-Unis? Donc le premier souci, c'est de créer nos propres géants digitaux. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient justement, comme vous l'avez dit, je reprendrai votre expression, la bride sur le cou. C'est que ces géants sont utiles. On voit bien aux États-Unis où, dans un premier temps, effectivement, Barack Obama et ses prédécesseurs se sont dit génial, on a des géants digitaux qui aident à la puissance américaine. Et puis tout d'un coup, ils sont saisis un peu d'effroi en disant mais attention, ils deviennent tellement importants qu'ils vont briser la concurrence, qu'ils vont briser finalement le choix des consommateurs et qu'ils deviennent même une menace pour la souveraineté américaine. Ce qui était un atout peut devenir un danger s'il n'est pas régulé. Le tout, c'est un problème de régulation en fait. On ne veut pas, moi je ne pense pas que l'État que ce soit son boulot de créer des géants digitaux. Son boulot, c'est de les réguler et d'imposer des règles qui permettent le respect de la concurrence, le respect du droit des consommateurs, le respect du droit des citoyens. Et comme tout, le capitalisme, c'est génial, mais s'il n'est pas régulé, eh bien, il conduit à sa perte, parce que le marché tue le marché. S'il y a une régulation, le marché se protège. Eh bien, il en va de même pour les géants digitaux. S'ils sont régulés, ils apportent beaucoup. Ce sont d'excellents serviteurs, il ne faut pas qu'ils deviennent nos maîtres. Très bien, écoutez, je pense qu'on va terminer sur cette conclusion. Est-ce que vous prévoyez de faire une deuxième édition dans 3-4 ans? Parce que ça va tellement vite que finalement, il serait intéressant de faire le point sur l'évolution qu'il y a eu entre le livre que vous publiez aujourd'hui et puis celui que vous pourriez publier dans 3-4 ans. Oui, effectivement, parce que le sujet, enfin là, c'est la page est ouverte, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Donc effectivement, j'ai fait une incursion dans un domaine qui n'est pas le mien, mais je ne vais pas refermer la page et l'oublier totalement parce que simplement ce n'est pas possible d'ignorer ce domaine et qu'il s'impose à nous. Donc soit le choix, c'est pas entre l'ignorer ou s'en préoccuper, c'est soit on s'en préoccupe et on essaie de maîtriser les phénomènes, soit on se laisse voguer et diriger par les flots, mais ce n'a jamais été la bonne attitude. Très bien. Écoutez, en tout cas, merci encore Pascal Boniface pour avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Merci à vous.